cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci de regarder nos programmes et de suivre votre magazine avec Floride. Aujourd'hui, nous allons décrypter les dernières nouvelles en République démocratique du Congo, l'actualité qui concerne la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo avec un invité, Maître Yves Mwekassa. Il est président national du parti politique Kimia, qui œuvre au sein de l'Union Sacrée, mais vous êtes également avocat. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir de me retrouver sur ce magnifique plateau, ce cadre très alléchant et qui porte déjà beaucoup d'indicateurs de professionnalisme. Merci beaucoup. Alors, Maître Yves, aujourd'hui, nous allons faire le point sur la situation sécuritaire. Mais j'aimerais que l'on aborde ce sujet sans état d'âme. Êtes-vous prêt pour cet exercice républicain? Oui, quand il faut parler Congo, je suis toujours disponible. Voilà. Alors, vous-même à titre particulier d'abord, pourquoi vous avez choisi de soutenir les actions du président Félix Tshisekedi? Pourquoi êtes-vous à ses côtés? C'est une très très bonne question. Je suis à l'Union Sacrée comme beaucoup de compatriotes. D'abord parce que nous avons cru en un rêve. Nous avons cru en un rêve. Moi, je suis de la génération de ceux qui admiraient profondément le patriarche Étienne Tshisekedi Ambulumba. J'ai fait la prison à plusieurs reprises, par rapport à ça d'ailleurs, parce que nous croyons en lui et chaque fois qu'il donnait des mots d'ordre, à l'époque j'étais encore étudiant, on se retrouvait dans la rue parce que nous suivions les mots d'ordre de cet homme. Et lorsque le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, héritier, pas seulement biologique, mais aussi politique, nous nous sommes dit qu'il était temps de pouvoir enfin mettre en pratique cette vision qu'a portée le feu Étienne Tshisekedi Ambulumba, qui se résume de manière très éloquente par sa fameuse phrase « Le peuple d'abord ». Et c'est en venant apporter notre grain à la construction de ce Congo nouveau qui aurait comme leitmotiv dans la gestion de la res publica le peuple d'abord, que nous sommes retrouvés au sein de l'Union Sacrée. Bien entendu, dans un pays comme le nôtre, où il y a eu pendant plus de 6 décennies des pratiques de gestion de la chose publique chaotiques, des antivaleurs qui sont ancrées dans l'homme congolais, le changement voulu, les résultats escomptés ne sont pas venus d'un simple claquement de main. Donc nous sommes, personnellement je suis suffisamment sobre pour reconnaître qu'il y a encore beaucoup à faire, mais c'est dans la poursuite de cette vision que nous sommes au sein de l'Union Sacrée. Merci. Alors vous avez parlé de ce slogan, le peuple d'abord. Honnêtement, devant les Congolais qui vous suivent en ce moment, est-ce que vous êtes sûr que ces slogans est appliqué et encore d'actualité aujourd'hui quand on regarde le comportement de certains politiques qui se réclament d'être fils d'Étienne Tshisekedi?
le peuple congolais est très affûté politiquement. Le peuple congolais voit, le peuple congolais sent, le peuple congolais sait. Je suis au sein de l'Union sacrée parmi les voix qui n'hésitent pas à porter la contradiction en interne. Si nous ne sommes pas capables d'autocritique, nous courons droit vers la chute. Je n'aime pas les turiféraires, je n'aime pas ceux qui aiment caresser dans le sens du poil quand les choses ne vont pas bien, mais je n'aime pas non plus ceux qui refusent de voir les avancées qui ont été faites. En regardant notre pays dans son ensemble, il y a des secteurs où nous avons connu des avancées notables. Il y a des secteurs où il y a une forte stagnation par rapport à l'idéal que nous sommes en train de poursuivre. Vous avez compris ma question? Oui, 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 oui. Ok. Par rapport à l'idéal que nous sommes en train de poursuivre. Donc, on ne peut pas dire maintenant, en regardant tout le monde, qu'ils sont en train de respecter cet adage. Bien au contraire. Il y a beaucoup de gens qui doivent quitter l'entourage du président de la République pour que le Congo puisse prendre un décollage conforme à cet adage. Il y a des gens qui sont là, dans des positions de pouvoir, non pas pour aider le président Félix à réaliser le rêve d'Étienne Tshisekedi pour ce pays, mais ils sont là pour leurs intérêts mesquins. Si au sein de l'Union sacrée, nous ne pouvons pas le dire, c'est que nous passons à côté de la plaque. Donc, en réponse à cette question, je vous dis que nous avons besoin de cette introspection en interne afin de purger notre famille politique de ceux qui apportent une pesanteur dans ce qui est en train d'être bâti, mais en même temps, nous devons encourager le peuple congolais à voir et à savourer les petites avancées. Bien. Les petits pas qui sont posés sont importants, il faut savoir les reconnaître. Alors, il y a un maxime français qui dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. C'est faux, ce maxime, à votre avis? La maxime n'est pas fausse, mais la maxime oublie que généralement les chefs viennent de la troupe. Non, vous n'avez pas expliqué, vous avez à répondre à ma question. Non, c'est ce que je dis. Oui. La maxime, elle est vraie. Elle est vraie. Mais seulement en la lisant ou en l'énonçant, parfois nous avons tendance à oublier que les chefs sont la copie ou l'émanation de la troupe dont ils viennent. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut appliquer l'explication que vous avez donnée antérieurement par rapport à cette maxime, en parlant de certains proches du président qui doivent le quitter parce qu'il ne l'aide pas. Mais lui, il est le chef. Est-ce qu'on peut appliquer cette maxime à cette réalité? Bon, déjà, il y a une mauvaise manière de voir les choses chez nous. Nous pensons que le chef est censé tout savoir, tout connaître, tout faire. Dans une analogie que je fais souvent, pour moi, le chef, c'est comme un sélectionneur. Un sélectionneur choisit les joueurs en fonction du potentiel qu'il perçoit en eux. Mais parfois, le potentiel... Exactement comme dans une équipe de football. Dans une équipe de football. Exact. Parfois, le potentiel que l'on voit en dehors du terrain ne transparaît pas une fois que vous alignez ce joueur sur le terrain. C'est pourquoi, parfois, on a l'impression que tel joueur qui présageait un résultat extraordinaire, une fois sur terrain, on se rend compte que ça ne va pas, il faut le changer. Et qui change? Les sélectionneurs. Très bien. C'est pourquoi je dis qu'il revient au chef de l'État, le chef de notre famille politique, de mettre dehors certaines personnes. Très bien. On continue. Alors, qu'est-ce qui se passe au pays aujourd'hui? Est-ce que ce que l'on vit comme situation sécuritaire dans l'Est, notamment certains territoires qui sont occupés par la rébellion de Nanga, une partie de la ville de Goma aussi occupée par la rébellion de Nanga, est-ce que ce n'est pas la conséquence de la maladresse de la gouvernance aujourd'hui, du fait du rapprochement avec Kagame? Parce qu'en 2019, il y a eu un amour parfait entre Kagame et le président Tshisekedi, et automatiquement, aujourd'hui, ce mariage-là est cassé.
C'est dû à quoi? Quelle lecture faites-vous de cela? Bon, déjà, il est très réducteur d'avoir comme point de départ des problèmes que nous avons aujourd'hui, l'accession au pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour moi, les 2 années où nous avons été en bonne relation de fraternité avec le Rwanda sont plus à percevoir comme une expression de la bonne volonté du Congo de bâtir une paix de braves avec nos voisins. Et ça a été l'occasion aussi de prouver à certaines personnes que le Congo n'a jamais été animé d'intentions farfelues ou mauvaises à l'égard de notre voisin. Vous le savez, nous le savons, et nos populations de l'Est le savent mieux encore, on ne changera pas de voisin. Le Rwanda est là, le Rwanda sera là. Avoir tenté de bâtir des ponts n'était pas une mauvaise chose. Parce que si cela avait marché, nous ne serions pas en train de déplorer la situation actuelle. Mais seulement parfois, les initiatives que nous prenons ne portent pas les fruits que nous escomptons. Mais je vais essayer de retracer un peu le contexte de ce problème. Oui. Lorsque le M23 est réapparu au mois de novembre 2021, il brandissait un seul élément de langage, une revendication, le retour des réfugiés congolais au Rwanda. Novembre 2021, mars 2022, ils prennent Bunagana. Le 28 mars, je n'ai jamais oublié ce jour, ils prennent Bunagana. L'évolution de leur langage change parce qu'ils se sont rendus compte que le premier élément de langage qu'ils avaient présenté n'était pas suffisamment lourd pour pouvoir justifier cette guerre. Ils ont parlé des FDLR. Et c'est là que les 3 années ou les 2 années de fraternité entre le Congo et le Rwanda viennent contredire ce deuxième argument. Ils disent que le Congo est en train d'héberger les FDLR pour pouvoir perpétrer des massacres au Rwanda. 2019, lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir, au mois de septembre, les FARDC ont tué le général Sylvestre Mudakumura, qui était le grand chef des FDLR. C'est encore vérifiable sur Google. Septembre 2019, les FARDC ont tué Juvenal Sibimana, un autre général des FDLR. Janvier ou février 2020, un 3e général des FDLR, Ndagijimana, a été tué avec plus de 200 hommes par les FARDC. Donc pendant cette période que les gens ont l'habitude de critiquer, pendant cette période, le Congo avait fait des preuves, avait mené des actions qui démontrent que le Congo n'avait aucune raison d'être en intelligence avec les FDLR. Pendant cette période que les gens sont en train de critiquer. Nous avons posé ces actes-là. Contrairement à ce que Kagame avance. Contrairement à ce qui est avancé. Et les preuves sont là. Il y a même un journal rwandais, je pense Times of Rwanda ou Rwanda Times, quelque chose comme ça, qui a fait état du fait que le Congo avait pu renvoyer au Rwanda plus de 2000 FDLR. Plus de 2000. C'est ainsi que lorsqu'ils ont emmené ce deuxième élément de langage, qui dit que le Congo, ils sont au Congo parce que le Congo est en intelligence avec les FDLR, les faits contredisent cet élément de langage. Malheureusement, de notre côté, nous, Congolais, nous ne portons pas suffisamment ces éléments sur la place publique pour pouvoir démentir ces éléments de langage qui sont fallacieux. Même au niveau de la diplomatie, ce n'est pas suffisamment présenté comme tel. Oui, c'est peut-être l'importance de pouvoir créer une synergie de toutes les voix congolaises qui peuvent apporter de l'expertise dans cette matière. Moi, ça fait 20 ans que j'étudie la question de l'Est. Il y a à boire et à manger dans la façon
d'en parler et dans les éléments de langage qui sont véhiculés. Donc, après ce deuxième élément de langage, ce n'est que fin 2023 que Corneille Nangaa rejoint le M23. On va en parler. Oui, mais le désamour entre le président Kagame et le président Félix Tshisekedi débute à quel moment? Parce que 2019, 2020, 2021, on a vu même Vital Kamerhe partir à Kigali où il avait offert des vaches à l'occasion d'un mariage chez Kabarebe. Oui, la première dame y allait également. Kagame avait promis de construire une cité moderne dans l'est de la République démocratique du Congo après l'irruption de Nyiragongo. Il y avait... Tout se passait bien, mais à partir de quel moment ça dégénérait? Oui. Est-ce que ce n'est pas l'élément FDLR que vous venez de soulever? Non, je viens justement de démontrer que pendant ce moment-là, le Congo était en train de traquer et de neutraliser les FDLR. Oui. Donc la cause de la guerre ne peut pas être l'élément FDLR. C'est un élément de langage qui est fallacieux. Ok. Parce qu'il est démenti par les faits. D'ailleurs, l'ambassadeur du Rwanda en RDC à l'époque, Vincent Karega, a dit sur Top Congo que les FDLR étaient quasiment neutralisés, que c'était une force résiduelle qui ne représentait aucun danger. Donc ce langage a été ressuscité pour le fin de la cause. Mais en réalité, le désamour vient des raisons économiques. Des raisons économiques, parce que, d'ailleurs, si vous lisez le rapport du groupe d'experts des Nations Unies, GIEC, qui ont publié plusieurs rapports sur la question de l'Est, que malheureusement nous n'exploitons pas suffisamment, du moins de notre côté, nous les Congolais, mais des rapports qui contiennent beaucoup d'effets vérifiables, vous constaterez que le désamour a commencé lorsque le Congo et l'Ouganda se sont mis en harmonie pour la construction d'une route commerciale. Les minéraux de toute la zone est de la RDC passent par Kigali et non pas par Kampala. Lorsqu'on a commencé la construction de cette route-là, le Congo et l'Ouganda, il y a déjà un premier quoi qui a commencé avec Kigali. Selon les statistiques, en 2022, Kigali a exporté environ 722 millions de dollars de minerais. En 2023, ils en ont exporté pour 1,1 milliard. Une augmentation de 43%. En 2021, ils étaient à environ 500 millions. Donc, la guerre du M23 a coïncidé avec une augmentation exponentielle des exportations minières de Kigali. Le Rwanda a signé plusieurs accords miniers avec des partenaires internationaux. En 2024, au mois de mars, il y a eu un accord avec l'Union européenne, un MOU, Memorandum of Understanding. Exactement. Qui a d'ailleurs été largement critiqué. Largement critiqué sur la chaîne de valeur pour les 3 TG, c'est-à-dire les minéraux 3 TG. 3T, c'est tungstène, tantal, étain. Étain en anglais, on dit tin, donc c'est 3T, et puis G gold. Le Rwanda a signé un autre contrat avec une multinationale qu'on appelle Rio Tinto pour toujours l'exploitation des minéraux. Or, les exportations faites par le Rwanda actuellement ne correspondent ni aux études géologiques faites par les chercheurs internationaux et par les chercheurs rwandais. Sur son sol. Oui, ni aux projections qui ont été faites. Je suis tombé sur un ouvrage d'un certain Laurien Uwizeyimana, géologue rwandais, qui a publié en 1988 un ouvrage sur les richesses minières du Rwanda. Qu'est-ce qu'il dit en substance? Il dit, compte tenu de leur modicité et des difficultés d'exploitation, les mines du Rwanda sont parmi les moins rentables à exploiter au monde. Un géologue rwandais, Laurien Uwizeyimana, allez sur Google, je pense que vous pouvez trouver ce qu'il a dit. Ou
quelques-uns de ces articles ou de ces publications. Donc, ça veut dire que toute l'activité menée par le Rwanda prouve à suffisance que ce sont des minerais qui viennent de la RDC. En grande partie. On ne peut pas dire qu'au Rwanda, il n'y a pas un gramme de minerais. Mais en grande partie, ce qui est exporté comme venant du Rwanda vient en fait de la RDC. Donc, il y a d'abord cette réalité économique. Et puis, il y a une autre réalité, c'est que sur le plan des échanges, la partie est de la RDC, particulièrement la métropole qui est Goma, était économiquement dépendant, entre guillemets, pour certains vivres, pour certaines choses, du Rwanda. Donc, c'est un grand débouché économique pour les produits qui viennent du Rwanda. Certains vous diront même qu'à l'époque, certains buvaient de l'eau. Comme ici, nous avons l'habitude de parler Swista et tout le reste, les gens buvaient de l'eau qui venait du Rwanda. Donc, lorsque nous ramenons une autre politique pour que le Congo puisse reprendre en main sa vie économique, cela veut dire moins de recettes de l'autre côté. Donc, cette réalité économique est à la base de la guerre. Le langage identitaire qui dit les FDLR sont en train de traquer certaines populations qui seraient minoritaires, et discrimination, ce sont des langages, des éléments de langage qui sont venus en appui à une autre réalité. Donc, les nœuds de cette guerre est d'ordre économique, même si ils ont utilisé les résidus de certains problèmes d'ordre identitaire qu'avaient connus le Congo et le Rwanda depuis des années. La semaine passée, d'ailleurs, je suivis sur SABC, la chaîne sud-africaine, un ancien général rwandais, l'ancien chef d'état-major du Rwanda, le général Kayumba Nyamwasa, qui explique que la question identitaire a été réglée depuis Sun City, depuis 2002. Donc, le problème aujourd'hui, c'est cela. C'est le problème économique, vous l'aviez dit. Alors, mais pourquoi on constate qu'il n'y a pas un affront autour du président de la République face à cette guerre? Qu'est-ce qui se passe de la classe politique? Une des grandes difficultés que nous avons chez nous au Congo, nous avons du mal à faire la différence entre les conflits personnels, les mésententes personnelles et l'intérêt général. Nous sommes dans une démocratie. On n'est pas tous obligés d'aimer le président Félix Tshisekedi. On n'est pas tous obligés de soutenir le président Félix Tshisekedi. C'est ainsi que, y compris dans nos propres familles, on peut se retrouver, vous êtes deux frères, l'un soutient Tshisekedi, l'autre soutient Katumbi, ou un autre encore soutient Martin Fayulu. C'est ça la démocratie. Cette démocratie a coûté des vies au Congo. Il faut qu'elle perdure, il faut qu'elle demeure. Cette liberté de choisir le leader que nous voulons soutenir. Maintenant, en pareille circonstance, on ne demande pas aux gens de soutenir le président Félix. On demande aux gens de soutenir le Congo. Parce qu'aujourd'hui, certains se disent, non, il faut que Tshisekedi parte. Et pour ça, peu importe si c'est l'armée rwandaise qui le fait partir. Peu importe la manière. Voilà. À ceux-là, je dis, oui, l'armée rwandaise est venue nous aider, entre guillemets, à faire partir Mobutu. Mobutu est parti au mois de mai. Il est décédé en septembre. Mais les conséquences de la présence de l'armée rwandaise ici, en 97, nous les subissons jusqu'à aujourd'hui. Qui vous dit que si l'armée rwandaise vous aide à faire partir Tshisekedi, les conséquences de la présence de l'armée rwandaise, nous n'allons pas continuer à les subir jusqu'en 2050? La différence entre un homme d'État et un politicien, c'est qu'un politicien pense à la prochaine élection. L'homme d'État pense à la prochaine génération. Ceux qui estiment que tous les moyens sont bons pour faire partir le président Félix ne pensent pas à la prochaine génération. Ils ne pensent pas aux conséquences. Vous savez, le Congo n'a pas pour seul adversaire ou seul ennemi certains politiques africains. Mais la gouvernance du président de la République aussi n'a pas favorisé la cohésion nationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ces fissures. Je vais y arriver. Oui.
les seuls ennemis du Congo ne se trouvent pas en Afrique. Il y a des think tanks aux États-Unis, en Occident, qui depuis plus de 30 ans, voire plus, disent que le Congo est trop grand, le Congo est ingouvernable. Et ces gens cherchent la moindre occasion pour promouvoir la balkanisation de ce pays. Et là, nous sommes en train de leur prêter le flanc. Les enjeux sont trop immenses. Dans les années à venir, presque tous les véhicules seront toutes les voitures seront des voitures électriques. Dans les années à venir, les téléphones portables, les ordinateurs, c'est ça la richesse de demain. Or, le Congo recèle sur son sol les minéraux. Donc, l'enjeu est là. Ce n'est pas, tu sais que du gouvernement, tu sais qu'il a fait ceci. Le Congo, pendant le temps où nous, Congolais, sommes encore dans la personnification de nos divergences, dans les attaques ad hominem, je n'aime pas sa tête. Il a fait ceci, il a fait cela. Ceux qui font de projections à long terme pensent à autre chose. Mais Kabila, il a vécu ce que Tshisekedi vit aujourd'hui. Alors, il va falloir aussi, au regard de l'histoire, je ne sais pas moi, vous excuser. Parce que ce que Tshisekedi vit, c'est ce que Kabila a vécu. C'était la personnification de Kabila, la personne de Kabila, qu'on ne voulait pas absolument. Je vais vous dire une chose. J'ai toujours été très critique vis-à-vis de la gestion de Joseph Kabila. Mais pour rien au monde, je n'aurais soutenu une rébellion armée pour les renverser. Parce que je crois en la paix, d'où d'ailleurs le nom que nous avons donné à notre parti, Kimia. Et je crois que le développement ne vient que par la paix. Je reconnais à chaque Congolais le droit de critiquer. Que ce soit le président Félix que moi je soutiens, ou même le président Joseph Kabila. Les gens ne se sont pas uniquement opposés à Joseph Kabila par rapport à la question de l'Est. Certains, oui. Comme je l'ai dit, chacun perçoit la réalité nationale à travers les prismes des éléments qui sont importants pour lui. Pour certains, c'est l'identitaire. Ils se sont opposés à quoi alors? Non, je vais vous donner mon exemple. Moi, je m'opposais à quoi? Moi, je m'opposais à la gestion. Je vais donner un exemple. À la gestion? Ouais. Je vais donner que vous estimez chaotique? Oui, je vais donner des exemples simples. Allez-y. La première fois que moi j'ai vu un lion dans ma vie, c'était au zoo de Kinshasa. J'étais à l'école primaire, non, à maternelle, à Maloula, à Limete. Et on nous a emmenés ici, la première fois que j'ai vu un lion. Kabila est arrivé. Au lieu de restaurer le zoo, il s'est créé son zoo à lui. Maintenant, pour que mes enfants voient les lions, je dois les emmener dans la résidence privée de Kabila, dans le parc privé de Kabila. On paye à Kabila pour que mes enfants voient le lion. Ça, c'est une erreur monumentale de gouvernance. C'est une erreur de gouvernance. Parce que cela révèle une volonté de se bâtir soi-même au lieu de bâtir l'État. Alors, Félix Tshisekedi a fait quoi? Je vais y arriver. Je peux prendre le même exemple pour les ports. Oui. À Matadi. Je peux prendre le même exemple pour beaucoup d'infrastructures ou des structures de l'État. Mama Yemo qui a été abandonné, mais on a construit des hôpitaux privés. Donc moi, personnellement, si je me suis opposé à un certain moment à Joseph Kabila, c'est en fonction de sa gouvernance. Des éléments concrets de sa gouvernance. Et puis je vais vous dire autre chose. Mais aujourd'hui, les gens... Non, je vais y atterrir. Oui. Je vais vous dire une chose. Oui. Kabila aurait pu échouer partout. Il y a un secteur où il aurait dû impérativement réussir. Nous bâtir une armée forte. Parce que sa spécialité, c'est quoi? Il est général. Je peux comprendre qu'il ait des lacunes sur le plan économique, qu'il ait des lacunes sur le plan de la sécurité sociale, qu'il ait des lacunes sur le plan de la santé, sur le plan de l'enseignement. Mais il était censé nous bâtir la plus forte armée d'Afrique. Mais qu'est-ce qu'il s'est fait sous Kabila? Moi, je me rappelle... Tous les camps, tous les champs de tir de tous les camps de particulièrement de Kinshasa, ont été lotis et transformés en habitations. Le champ de tir du camp Tchatchi, devenu des habitations. Champ de tir du camp Kokolo, devenu des habitations. Champ de tir du camp Seta, devenu des habitations. Champ de tir du camp Loano, devenu des habitations.
quelle est cette armée qui n'a pas de lieu pour s'entraîner? Une armée qui n'a pas de champ de tir. Ces soldats s'entraînent où et comment? J'en veux à Kabila pour ça. Vous avez des preuves que tous ces champs de tir ont été transformés en habitation? Mais allez-y, tous les champs de tir ont été lotis. Tout a été loti. Les privés ont acheté, ils ont construit des maisons. Mais allez-y, faites un tour. C'est devenu des maisons des privés. D'ailleurs, il y a un quartier qu'on appelle champ de tir en Binzozon. Au Vandarawab, n'a pas champ de tir. Est-ce que Moutaro va dans champ de tir? Et ça, c'est fait sous Kabila. Alors que lui, en tant que général, il est censé savoir, connaître l'importance de ces champs de tir. Donc, pour dire que ceux qui se sont opposés à Kabila ne sont pas obligés de demander pardon à Kabila. Parce que dans la gouvernance de Kabila, il y avait beaucoup de choses à critiquer. De même, certains peuvent critiquer la gouvernance de Félix Tshisekedi sans nécessairement vouloir livrer la patrie à des forces étrangères. C'est ça la différence. Hein? C'est ça la différence. Alors, mais qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a fait de mieux au regard de toutes ces critiques? Après le premier mandat, on commence le deuxième mandat. Visiblement, nous ne sommes pas sur le rail. Visiblement. Comme je l'ai dit tantôt, les Congolais gardent cette liberté de pouvoir critiquer. Et moi, en premier, je le fais en interne. Quand il y a des choses qui me paraissent être des rééditions, des pratiques farfelues qui ont eu des résultats calamiteuses, en interne, je suis le premier à dire ça, ce n'est pas bon. Je vais prendre un exemple patent. La cohésion nationale. Vous aviez dit que vous en parleriez. Par exemple, la cohésion. La gouvernance, Tshisekedi ne favorise pas la cohésion. En quoi exactement? Les gens sont déchirés. Aujourd'hui, on a quand même vu hier ou avant-hier, le président rassembler autour de lui les chefs des confessions religieuses. C'est ça qu'il fallait faire. On a l'impression que le président le fait parce que il est il fait face à la guerre et qu'il se retrouve finalement un peu seul. Et alors, il a besoin de l'aide. Non, c'est là que je ne suis pas d'accord avec les gens. Ce n'est pas la guerre de Tshisekedi. Les gens ont tendance... Tu sais, nous commettons les mêmes erreurs. On avait dit, il suffit que Mobutu parte. Il suffit que Mobutu parte. Mobutu est parti. Nous sommes restés dans des problèmes. Il suffit que Kabila parte. Il suffit que Kabila parte. Kabila est parti. Nous avons encore des problèmes. Il suffit que Tshisekedi parte. Tshisekedi peut partir aujourd'hui. Mais est-ce que cela va enlever dans la tête de ceux qui veulent balkaniser le Congo qu'il faut balkaniser ce pays? Tshisekedi peut partir aujourd'hui. Mais est-ce pour cela que tous ceux-là qui avaient créé les groupes armés à l'Est vont abandonner ces groupes armés? Certains oublient que cette guerre n'a pas commencé en 2021. Le nom même du groupe rebelle, ou entre guillemets le groupe qui est à l'Est, c'est M23. C'est 23 quoi? 23 mars 2009. Tshisekedi n'était pas président. Ça veut dire que leur première revendication, que porte même leur identifiant, leur identification, leur nom, vient d'une période où Tshisekedi n'était... On ne pensait même pas, sauf peut-être les prophètes, les clairvoyants, on veut savoir que Tshisekedi devenait président un jour. Donc, croire que le départ du président Félix Tshisekedi résoudrait tous les problèmes du Congo, c'est s'élever complètement. Les difficultés que nous avons aujourd'hui par rapport à cette guerre, il y a 3 types de problèmes qui s'imbriquent. Il y a des enjeux internationaux. Nous l'avons énuméré ici en parlant des minéraux, du contrôle des minéraux, tout ça. Il y a les enjeux régionaux avec certains pays voisins qui estiment avoir un certain nombre de droits sur le territoire congolais et qui ont intérêt à avoir un Congo faible pour que chacune de ces nations puisse avoir une zone d'influence en plein Congo. Mais vous avez raison. Et puis il y a les enjeux internes sur lesquels se focalisent les opposants du président Félix. Vous avez raison. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait que les fils de ce pays qui doivent soutenir le président Tshisekedi face à cette guerre qui est imposée, pas à Tshisekedi, mais à la nation congolaise, soit contre lui? Mais qu'est-ce qui crée des divisions de la population congolaise? Non, je veux bien. Oui. Je veux bien qu'il y ait eu des éléments de gestion qui ne plaisent pas aux uns aux autres. Voilà. Je veux bien qu'il On a arraché par exemple Ananga ses carrés miniers. Il est mécontent. Non, non. Voilà Oui, pourquoi, non, non, attendez, voilà attendez, pourquoi vous créez encore des monstres à cause de la gouvernance. Bon, je ne sais pas dans quelles circonstances les carrés miniers de Nanga ont été arrachés. Oui. Mais ce que je dis, c'est qu'en interne, on peut avoir des raisons de critiquer ou de ne pas aimer
la gestion d'un chef. Oui. Comme certains n'ont pas aimé la gestion de Kabila. Mais ce n'est pas une raison pour promouvoir une lutte armée. Vous savez, la guerre, nous venons de perdre les derniers chiffres publiés par le ministre de la Communication de la RDC. Plus de 700. Plus de 700 Congolais sont partis. Fallait-il que ces gens-là meurent à cause d'un carré minier? Fallait-il que ces gens-là meurent parce que quelqu'un s'est senti frustré? C'est là que repose le problème. On doit apprendre à exprimer nos divergences de manière démocratique, de manière pacifique. La lutte pacifique apporte des meilleures solutions à long terme que la lutte armée. La lutte pacifique apporte des meilleures solutions à long terme. La lutte armée remplace des dérives par d'autres dérives. Qui vous dit que celui qui vient par les armes une fois au pouvoir va mener une autre... Vous savez, celui qui acquiert le pouvoir par les armes voudra le conserver par les armes. Donc, on va se retrouver dans un cycle où pour faire partir celui qui sera venu par les armes, il faudra créer un autre groupe armé pour pouvoir faire partir celui qui est venu par les armes. L'histoire récente nous renseigne que 99% de ceux qui ont acquis le pouvoir en Afrique par les armes sont partis par un coup d'État. Il n'y a que quelques exceptions près comme Jerry Rawlings du Ghana qui, après avoir pris le pouvoir par les armes, ont fini par organiser des élections démocratiques et laisser le cycle démocratique se passer. Faites comme lui aussi, parce que vous, déjà, vous énervez la nation avec la constitution que vous voulez réviser. Et j'ai reçu Emmanuel Ramazani Shadari qui dit que ils veulent perpétuer Tshisekedi à la tête du pouvoir. C'est ça. Ça énerve aussi. Peut-être que vous vous en rendez pas compte. Hein. Ça énerve. Non, on se rend compte. Oui. On se rend compte de ce que cela peut créer comme clivage. Mais je pense que c'est plus peut-être parce que la chose n'a pas été portée de la bonne manière. Les premiers éléments de langage qui ont accompagné le débat sur la Constitution, c'était 5 ans c'est peu, il a perdu une année, promet le gouvernement. Et dans le subconscient de certains, il s'est écrit que, ah voilà, donc l'intention, c'est de pouvoir rallonger le mandat. C'est ça. Alors qu'en réalité, le débat ne devrait pas porter sur ça. Parce que l'article 220, nous le savons, est verrouillé. Les débats devraient porter sur autre chose. D'abord, poser les fondamentaux. Est-ce que les Congolais qui ont voté cette constitution en 2006, moi je me souviens être allé voter ce jour-là sous la pluie. Les Congolais qui ont voté cette constitution en 2006 estiment qu'à l'épreuve de la gestion de l'État, au bout de 20 ans, il y a lieu de garder cette constitution. On devait commencer par là. Mais vous êtes différent. Vous êtes différent de tout ce que de tous les gens de l'Union sacrée que je reçois ici. Je fais de mon mieux pour rester le plus correct dans ce que je fais. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, moi je pense à la prochaine génération. Je ne pense pas au positionnement, je ne pense pas aux nominations. Je pense à la prochaine génération, quel est le Congo que nous allons laisser aux autres. Mais vous risquez de perdre vos intérêts? Il n'y a pas de problème. Le Congo est plus important que moi, que ma petite personne ou mes intérêts personnels. Le débat aurait dû porter sur est-ce que cette constitution a l'épreuve de la gestion pratique de l'État? Est-ce que cette constitution doit demeurer telle qu'elle? Par exemple, on a connu de sérieux problèmes avec le fonctionnement des assemblées provinciales. On a connu de sérieux problèmes avec la monétisation des votes dans ce pays où on sait, moi-même je voulais être candidat sénateur. La première personne que j'ai abordée m'a dit, ah, maître, Kuna Bazoloba, il faut 50 000 pour une voix. J'ai dit non, je laisse tomber. On doit se poser des questions sur ça. Est-ce que ce système-là est bon? S'il est mauvais, faut-il carrément le changer ou il faut juste y apporter quelques légères modifications? C'est de là que devait partir le débat sur la Constitution. Constitution de 2006, nous l'avons utilisé, nous l'avons pratiqué pendant 20 ans. On en est où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de bon et qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on peut changer? Mais les gens ont pris ce débat autour de la Constitution, l'ont réduit autour de la personne du chef de l'État. Le débat sur la Constitution, c'est Tshisekedi veut se cramponner au pouvoir. Alors qu'à ce que moi je sache, il a dit et redit
qu'il n'a pas l'intention de s'éterniser au pouvoir. Mais Kabila aussi le disait, vous jouez avec les hommes politiques. Ils sont comme ça, ils disent toujours ça. En Afrique, avec tous ces présidents qui sont restés au pouvoir, ils avaient ce même langage. Ce n'est pas pour y rester 30 ans, 25 ans. C'est pourquoi le Congo a besoin d'institutions fortes, des lois fortes et pas des hommes forts. Imaginez Corneille Nangaa. De là, il dit, je viens à Kinshasa pour instaurer le fédéralisme. Il a demandé à qui? Est-ce qu'il a fait un référendum? Est-ce qu'il est sûr que la majorité de Congo... C'est ça. C'est pour ça que moi, je n'aime pas ceux qui veulent prendre le pouvoir par les armes. Ils s'estiment investis d'un droit divin d'imposer à tout le monde leur volonté. Alors que la forme de l'État doit faire l'objet d'un consensus général. C'est ce qu'on appelle le pacte républicain. Où vous et moi, ensemble, après débat et délibération, on se dit, voilà, pour que le Congo aille de l'avant, nous pensons que le fédéralisme est mieux. Un autre, non, ce n'est pas le fédéralisme, c'est une forte décentralisation comme là. Vous savez ce que nous avons là, aujourd'hui? En réalité, c'est déjà à 80% une forme de fédéralisme. Sauf qu'on a appelé nos provinces, on aurait pu les appeler États. Parce que nos provinces ont des institutions qui normalement appartiennent à des États. Un parlement provincial, un gouvernement provincial. C'est comme ça que les États fédérés fonctionnent. Donc, on avait voulu, avec cette constitution de 2006, trouver un modus vivendi, trouver une intersection entre les unitaristes et les fédéralistes. On a abouti à cette constitution. Moi, je suis pour un débat républicain. Je ne veux pas que quelqu'un dise, parce que moi j'ai 10 000 militaires, je viens vous imposer ma volonté. Ça, ce n'est pas le Congo que moi je souhaite. Très bien. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Énormément de questions, mais on nous dit que nous devons arrêter. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République peut tendre la main à ses anciens partenaires, Joseph Kabila, Matata Ponyo, Moïse Katumbi, pour travailler ensemble dans ces moments difficiles? Oui, je le dis et j'insiste, c'est un appel que moi je lance depuis le début de cette guerre. Quand il va de l'existence même du Congo en tant que nation, nos clivages ne valent rien. On doit passer outre nos penchants, outre nos clivages et nous mettre ensemble pour préserver le Congo. C'est l'avenir du Congo qui est en jeu. On ne doit pas se cramponner à des divergences de pacotille, parce que ce qu'on ne remarque pas, parfois même au Congo, les différences ne sont même pas d'ordre politique, c'est d'ordre personnel. Je vais prendre un exemple simple. Le PPRD, si vous lisez la charte, les statuts du PPRD, leur idéologie, c'est la social-démocratie. Vous lisez les statuts de l'UDPS, leur idéologie, c'est la social-démocratie. Donc, normalement, sur le plan politique et idéologique, vous devez être ensemble. Oui. Mais le problème est où aujourd'hui? Ah, voilà. Donc, pour vous dire que généralement, chez nous, les problèmes ne sont même pas strictement politiques. Ce sont des problèmes de cohabitation des personnes. Donc, à l'heure où nous nous trouvons aujourd'hui, où l'avenir de notre pays est en jeu, il est tout à fait normal, et en cela, j'encourage vivement le président de la République, de tendre la main à tous les leaders congolais. Venez vers le chef de l'État et ensemble, sauvons la nation. Merci beaucoup. Maître Yves Mwekesa, merci d'être venu dans cette émission. Je rappelle que vous êtes avocat. Vous êtes aussi président du parti politique Kimia, qui œuvre au sein de l'Union Sacrée. Énormément de questions, mais la télé, c'est le temps. Merci d'avoir été de nôtres et de répondre à quelques-unes de nos questions. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir. Avant l'inauguration proprement dite du nouveau bâtiment de l'Inspection générale de finances, le numéro 1 de ce service, accompagné des inspecteurs généraux, ont fait une visite d'inspection de découverte de ce bâtiment, partant du rez-de-chaussée jusqu'au dernier niveau. Les gendarmes financiers et les inspecteurs généraux ont passé au peigne fin les locaux. Question de s'assurer du bon déroulement de travaux de construction du nouveau bâtiment qui sera livré très prochainement. Jules Alingueté mettant en œuvre les instructions du président de la République de qui relève l'inspection générale de finances, notamment sur le volet amélioration des conditions de travail des inspecteurs de finances, la direction de l'IGF
sur fonds propres vient de terminer un bâtiment de 8 niveaux avec équipement complet. Après la visite, les inspecteurs généraux ont placé un mot d'encouragement en l'endroit du chef de service pour cette œuvre magistrale et lui réitèrent le vœu de confiance. Monsieur l'inspecteur général chef de service, poursuivre sur cette voie parce que notre pays a besoin de transformation. Il faut qu'il aille de transformation en transformation. Et c'est en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut comme vous que le Congo peut espérer arriver à ces transformations. À son tour, M. Jules Alinguet est de répliquer « Ceci est l'œuvre de l'effort de tous les inspecteurs qui ont mouillé leur maillot pour lutter contre la corruption grâce à l'accompagnement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. » Vous aviez été des acteurs très actifs de ce qui est arrivé. Si nous n'avions pas produit des résultats sur le terrain, le gouvernement n'allait pas consentir aux moyens à mettre à la disposition de l'inspection. Donc c'est le travail de tous les inspecteurs et particulièrement les inspecteurs généraux. Moi, j'en profite pour vous dire sincèrement un grand merci. Cette visite intervient à quelques jours de l'inauguration du bâtiment de 8 niveaux qui va abriter tous les services de l'inspection générale de finances.